Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de la Politique c'est net, le magazine du web politique et du numérique. Vous le savez, vous pouvez commenter l'émission sur Twitter avec le hashtag LPCN. Nous attendons vos commentaires et vos contributions. Au sommaire cette semaine, l'école à l'heure du web 2.0, Twitter, jeux vidéo, visioconférence, de nombreuses initiatives voient le jour, du stylo à la souris, comment le numérique transforme l'école, c'est le débat du club des gazouilleurs. À suivre nettement plus, la chronique numérique d'Aude Baron, rédactrice en chef du site du Nouvel Obs, Le Plus. Mais tout de suite, c'est l'heure du Weborama, la revue du web subjective et néanmoins impartiale, le zapping des vidéos et de l'actu, passé au scanner par Paul Bouffard. Luna et Livia ne sont qu'en 6e, mais déjà le revendiquent, elles veulent voter dès 16 ans. Dans un blog, 2 collégiennes de 12 ans provoquent le débat en ligne. Nées en 2000 et fans de politique, elles ne pourront pas voter en 2017. Il y a des lois qui nous concernent et on a besoin de choisir parce que nos parents et les adultes, ils vont voter en conséquence de eux, pas en conséquence des personnes plus jeunes. Avec les moyens du bord, les 2 jeunes cybermilitantes appellent les blogueurs à réagir. Moi aussi, je suis pour le droit de vote. Parce que déjà, on a le droit on peut aller en prison, on peut conduire, on peut travailler. Et donc je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de voter, surtout qu'on n'a pas les mêmes opinions que nos parents. Des témoignages mis en ligne, prêtes à la lutte, les blogueuses lanceront une pétition prochainement. Désormais en ligne, les chercheurs de vérité ont leur réseau social. Loin d'un Facebook pour catho, aletaia.org se veut la plateforme sur la foi catholique. Pour les créateurs du site, les 465 millions de catholiques sont dispersés sur la toile. Quand on cherche pèlerinage ou Dieu sur Google, on tombe vite sur les sites de la scientologie ou encore des mormons. Pourtant, l'Église est déjà très présente sur le web, le Vatican bien sûr, mais surtout son pape avec son site et son Facebook. Les Belges ont de l'humour, ça on le savait, et même dans leur campagne pour les communales. Des clips politiques au goût souvent potache, comme ici à Liège avec Louis Marette. Alors cap ou pas cap, eh bien l'homme politique le promet, il se mouillera pour sa ville. Faut se mouiller, faut se mouiller. Une ville comme Liège a besoin qu'on se mouille. Et en France, on continue nos bonnes habitudes avec une pépite dénichée par Guy Berenbaum. Cette fois, c'est la fédération de l'UMP à Fâche-Tuménil dans le Nord qui livre une vidéo kitschissime. Là encore, c'est François Hollande qui en prend pour son grade avec des effets vidéo dignes de la préhistoire. Nos invités nous ont rejoints sur le plateau. Laurent Juin, bonjour. Vous êtes professeur de lettres et d'histoire au lycée des métiers Pierre Mariol à La Rochelle et vous avez lancé de nombreuses initiatives d'utilisation des réseaux sociaux, notamment les tweets class. On en parlera tout à l'heure. Bienvenue sur ce plateau. Merci. À vos côtés, François Jarraud, vous êtes rédacteur en chef du Café Pédagogique, qui est un site d'info sur l'éducation et sur le monde enseignant. Et vous venez d'écrire l'année de l'école chez ESF Éditeur. Bienvenue. Enfin, Benoît Thiolin, vous êtes directeur de l'agence web la Net Squad. Vous êtes un spécialiste du net et un habitué de la politique c'est net. Une réaction, Laurent Juin, à cette revue du web et notamment cette initiative, donc ces jeunes filles qui ont 12 ans et qui réclament le droit de vote à 16 ans. Vous en pensez quoi ? J'en pense que c'est bien qu'on s'intéresse dès 12 ans à la politique. Il me semble que si c'est à 18 ans qu'on vote, je pense que c'était aussi une question de maturité, d'analyse, de réflexion, ce qu'amène aussi l'école, j'espère, dans ce processus-là, et d'indépendance de l'analyse et de la réflexion. Donc 16 ans, c'est trop tôt. Vous partagez ce point de vue J'ai trouvé qu'elles avaient de très bons arguments. Finalement, elles pourraient être professeurs d'éducation civique, puisqu'elles ont avancé les vrais arguments. Il y a des lois qui s'imposent à nous. On a des responsabilités nouvelles depuis quelques années, par exemple le fait d'aller en prison quand on a 16 ans. Donc pourquoi pas, moi je pense que ça se discute. D'utiliser un blog, de faire leurs vidéos, elles veulent faire une pétition quand même. Quasiment, oui. Non, c'est intéressant. C'est un peu le fil rouge d'ailleurs de toutes des 3 sujets qui ont été présentés. C'est finalement le pouvoir que ça donne de prise de parole à des gens qui n'en avaient pas forcément les moyens jusque-là. Alors cela dit, pour le meilleur, je pense que le débat qu'elles sont lancées, les 2 ados, c'est plutôt intéressant.
Et ouais, pour le alors pire, sur parce que les très vidéos, honnêtement... les vidéos politiques, Benoît, on en parle souvent dans cette émission. On s'aperçoit que c'est toujours aussi kitsch. On ne fera jamais de progrès dans ce domaine-là, quand même. C'est kitsch lorsque, en fait, les meilleures vidéos politiques, elles sont pas faites par les politiques, elles sont faites par des gens qui ont envie de faire passer un message spécifique. C'est rarement, en réalité, une communication très personnelle qui est réussie, quoi. Place maintenant au club des gazouilleurs. Il y a quelques semaines, près de 13 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école. Des élèves qui sont nés avec Internet. Mais qu'en est-il de l'utilisation du numérique à l'école? Comment les écoles françaises sont-elles équipées? De Twitter en classe à l'e-learning en passant par les jeux vidéo, nombre d'initiatives voient le jour. L'école numérique en question, c'est le débat du club des gazouilleurs. Elancourt, dans les Yvelines. Depuis 2005, la ville, avec l'aide de l'Éducation nationale, investit dans le numérique en développant des outils innovants dans les écoles. Tableaux numériques interactifs, ordinateurs portables, cours de langue en visioconférence. Elancourt, laboratoire de l'école du futur. Un reportage de Marie Brémond. Ludique, c'est un mot qu'on entend beaucoup dans cette école élémentaire d'Elancourt. Maman, d'accord, tu fais un petit point, tu as reconnu le mot maman. Super! L'établissement est équipé depuis 2006 de tableaux numériques interactifs. Des écrans géants tactiles reliés à un ordinateur sont installés dans les salles de classe. Et visiblement, cela fait l'unanimité chez ces élèves de CM2. Je préfère l'écran que le tableau noir. Des fois, la craie, quand elle tombe, elle se casse facilement. Et sinon, quand on écrit, des fois, ça grince. Et ça fait mal aux oreilles. Dans le tableau numérique, je trouve qu'on comprend mieux les exercices parce que on peut bouger les choses. Cette ville des Yvelines fait figure de pionnière en matière d'équipement numérique. Tableaux numériques interactifs, ordinateurs, cours par visioconférence avec des intervenants en Angleterre. Bientôt, les enfants auront ici à leur disposition des tablettes digitales. Dans l'ensemble, les parents tirent un bilan positif de cet enseignement nouvelle génération, mais ils restent vigilants. Je pense que ça peut être un bon outil, le numérique. Ça peut être un bon outil de médiation, mais seulement il ne faut pas oublier qu'entre les élèves et l'écran, il y a un enseignant, et ça c'est aussi très primordial. C'est-à-dire que l'école traditionnelle doit être aussi présente en même temps que l'école, on va dire, moderne ou numérique, quoi, voilà. Pour les professeurs, le numérique n'a pas révolutionné leur manière d'enseigner. Le tableau interactif est perçu comme un outil supplémentaire très pratique. Là, ce graphique, par exemple, c'est vrai que ça aurait été très compliqué sur le tableau noir, tracer les lignes, etc. Donc c'était beaucoup plus difficile. Et puis, vous voyez, on n'a pas fini l'exercice, donc là, on va l'enregistrer et on pourra le reprendre la prochaine fois. Sur le tableau noir, il aurait fortement été effacé pendant la semaine. Il aurait fallu recommencer à zéro. Et donc, voilà, donc c'est vrai que c'est un atout. Jean-Michel Fourgousse connaît bien le sujet puisqu'il a écrit 2 rapports sur la pédagogie numérique. Bien plus qu'un atout pour le député maire de la ville, l'e-éducation est devenue indispensable. Il faut savoir lire, écrire et compter, ok. Mais surtout, et après, c'est quoi? C'est l'e-compétence, les e-compétences. Puisque vous-même, vous passez plus de 50% de votre temps devant un écran. Donc il faut bien vous dire que les enfants, demain, s'ils savent bien utiliser un moteur de recherche, s'ils savent bien être créatifs sur des bases de données, il est évident que ça va changer. Voilà, les e-compétences, c'est aujourd'hui, dans le socle de connaissances, c'est indispensable. Et ici, à Elancourt, le niveau de e-compétences des enfants est bien sûr beaucoup plus élevé que la moyenne nationale. C'est une des expériences numériques, mais il y en a plusieurs en France. On dispose encore peu d'évaluations, c'est pourtant l'une des priorités du ministère de l'Éducation nationale. L'école de la République, laïque et peut-être bientôt numérique. François Jarreau, on le voit dans ce reportage, Elancourt est souvent montré en exemple avec ces écoles qui sont en pointe dans le domaine des nouvelles technologies. Est-ce qu'il y a une évaluation qui a été faite? On a eu du mal, en posant la question, on nous a dit non, il n'y a pas vraiment d'évaluation. Est-ce que les élèves réussissent mieux depuis qu'il y a tous ces outils à Elancourt? Alors, sur Elancourt, il n'y a pas d'évaluation particulière, hein, mais sur le Pourtant, numérique... ils ont démarré en 2003-2005, donc on pourrait se dire c'est intéressant, on peut voir ce que ça donne aujourd'hui en 2012. Oui, mais enfin, le numérique a une longue histoire dans l'éducation. Donc, il y a des centaines d'études qui ont été consacrées au numérique en éducation, dont les résultats sont divergents et qui ne sont pas toujours très convaincants. Il y a très peu d'études. Il y a des études qui vont nous dire oui, les gamins ont de meilleurs résultats ou non, les gamins ont moins de bons résultats. Il y a très peu d'études qui nous disent vraiment ce que ça change.
En fait, je connais personnellement qu'une seule étude qui peut vraiment démontrer ce que ça change d'utiliser le numérique. C'est celle que Jean Euth, un chercheur français, a consacré. Pourquoi il y a si peu d'études? Parce que c'est quand même des gros investissements. On pourrait se dire... on peut voir un petit peu l'intérêt que ça. C'est quand même de l'argent public. Enfin là, il y a de l'argent public et privé, mais... Parce que c'est complexe, en fait, de savoir... vous savez, il y a un débat sur, par exemple, la paye au mérite des enseignants. Qu'est-ce que c'est qu'un bon enseignant? De la même façon, quel est l'impact du numérique sur les apprentissages? C'est pas aussi simple que ça en a l'air. Laurent Juin, sur le tableau numérique interactif, est-ce que vous en avez? Est-ce que c'est un intérêt reconnu ou est-ce que c'est un peu gadget? Alors ça on en a dans le lycée. C'est un gadget si il est apporté, si on a eu un financement et s'il est mis sur un mur et personne n'a été formé pour l'utiliser, personne n'y voit d'intérêt. Donc là, c'est un gadget qui coûte cher. Mais par contre, c'est un très très bon outil, comme tous les outils numériques, s'il y a une vraie formation, s'il y a une mise en place de pédagogie, s'il y a une réflexion de l'enseignant avec les enfants. Oui, mais alors cet outil en particulier, qu'est-ce que ça apporte? Parce que toutes les écoles sont quand même pas équipées. Hein, donc ceux qui nous regardent se disent, c'est quoi ce tableau? Il a que, comme elle dit dans le reportage, c'est beaucoup plus interactif. C'est-à-dire que l'enfant peut, en géométrie, peut tracer des traits qui deviennent soudain droits et on n'est plus à la craie qui va casser. On peut enregistrer, on peut mettre des couleurs, c'est vraiment devenu quelque chose d'interactif et de vraiment très attractif et pour l'enseignant et pour l'enfant. Une fois de plus, si c'est correctement utilisé, oui. Sinon, c'est complètement gadget. On peut attendre deux choses au moins du numérique. Le premier, c'est d'avoir une motivation pour les élèves. C'est un élément comme qui mobilise les élèves. On le voit bien, même dans ce petit reportage. Ils aiment bien en parler, ils aiment bien l'utiliser. Ça fait le lien aussi avec ce qu'ils ont chez eux, éventuellement. Puis l'autre chose qu'on peut attendre, c'est quand même de mettre les élèves dans des vraies situations d'apprentissage qui soient en lien avec les vrais savoirs. Parce qu'aujourd'hui, les vrais savoirs, ils sont numériques. Je veux dire, la géographie aujourd'hui, la cartographie aujourd'hui, c'est des systèmes d'information géographique, par exemple. Hein, c'est pas le crayon et le bout de papier, etc. Donc, si on peut faire rentrer le vrai savoir à travers le numérique, mettre les gamins dans des postures où ils se mobilisent, où ils apprennent, où ils construisent vraiment des savoirs, et ça, c'est possible, eh bien, on en tire quelque chose. Maintenant, pour faire ça, il y a tout un tas de conditions qui doivent être réunies, en termes de nombre d'élèves, par exemple, d'espace géographique de la classe. Alors on va en venir dans le détail sur les apprentissages. Benoît Thiolin, donc Elancourt est souvent une vitrine. Sur le taux d'équipement en France des ordinateurs dans les écoles, on a coutume de dire que la France est en retard. J'ai quelques chiffres. Il y a un ordinateur pour 23 élèves en maternelle, un pour 10 en primaire, un pour 5-6 en collège et un pour 3 en lycée. Alors la France, elle se situe comment par rapport aux autres pays? C'est pas très glorieux, mais en même temps, on oublie souvent de penser que l'ensemble des élèves qui n'ont peut-être pas accès à un ordinateur en classe, il y a quelques études, il y a quelques cas pilotes, mais au fond, dans la majorité des cas, c'est vraiment pas ça. En revanche, dans leur écrasante majorité, sont confrontés à des ordinateurs dans leur quotidien chez eux. Et en réalité, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'éducation, l'arrivée du numérique dans l'éducation, en réalité, il est peut-être pas dans la salle de classe, mais il est dans le quotidien des élèves. Or, les élèves aujourd'hui, ils changent dans leur rapport au savoir, à leurs professeurs, à l'autorité, etc., du fait de la révolution numérique. Donc, qu'elle soit invitée ou non à l'intérieur de la salle de classe, ce qui est très intéressant, c'est que la révolution numérique, de toute façon, elle bouleverse complètement les rapports entre les profs, les élèves, le savoir, la transmission, les exercices. Oui, mais alors justement, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre tous ces élèves qui sont nés, en gros, qui sont des internautes, qui ont donc des ordinateurs chez eux ou accès à Internet, et alors à l'école, finalement, peu d'utilisation ou ponctuellement, ou des initiatives, mais il n'y a pas de... Sur le numérique, finalement, ça reste... Ils sont très au point au niveau numérique, au niveau Internet, etc. Par contre, d'en faire un outil d'apprentissage, de compétences, pour acquérir des compétences, là, l'enseignant n'a pas forcément cette démarche-là, alors qu'il l'a lui aussi personnellement. Tous les enseignants sont des Français qui ont un ordinateur à la maison maintenant, mais le lien entre les deux n'est pas forcément fait. Mais
Alors justement, quel est le frein? Justement, la grande majorité des enseignants disent que les outils numériques permettraient d'améliorer la pédagogie. Et quand on les interroge, il n'y a que 20% d'entre eux qui les utilisent une fois par semaine dans les établissements scolaires. Voilà, hein, c'est le paradoxe. Tout le monde, les gamins comme les enseignants, ont tous leur smartphone dans leur poche. Ils ont tous Internet avec eux, en tout cas au niveau lycée, tous les gamins par exemple. Hein. Bon, et puis finalement, il n'y a pas beaucoup d'utilisation. Donc on peut penser qu'il y a 850 000 profs abrutis en France, ou on peut penser qu'il y a des raisons objectives. Évidemment, il y a des raisons objectives. Alors, quelles sont ces raisons objectives? Alors, je vais prendre un parallèle pour me faire comprendre. Si dans l'entreprise Dupont, le patron, M. Dupont, veut mettre de l'informatisation pour la compta, il y a un patron qui va le décider, il y a du matériel qui va être donné, il y a de l'entretien de ce matériel, il y a du logiciel, et au final, Mme Durand, la comptable, va travailler mieux, elle va être déchargée d'une partie de son travail, ça va lui rapporter quelque chose dans son épanouissement professionnel. Aucune de ces 5 conditions n'est remplie dans l'éducation nationale. D'accord, donc c'est au prof d'amener son ordinateur, en gros, personnel à l'école. Voilà. Il n'y a pas de patron pour décider sur le numérique, puisqu'il y a à la fois les collectivités locales et le ministère. Il n'y a pas de matériel de distribuer, le matériel n'est pas entretenu, il n'y a pas de logiciel vraiment disponible, en tout cas ils sont très rares, l'offre de logiciels est insuffisante. Et enfin, pourquoi ferait-on tout ça? Puisque finalement, le système d'éducation produit des diplômes, et que dans les diplômes, les compétences numériques, sauf quelques rares disciplines, scientifiques par exemple, ou l'éducation musicale, les compétences numériques ne sont pas reconnues. Donc il faudrait les reconnaître Oui, mais je pense qu'il y a... Comment dire, il y a un problème d'équipement, on l'a vu, ça coûte cher, ça demande des investissements, dans un contexte etc. budgétaire très tendu. Exactement. Il y a derrière le problème de l'équipement, ce qui est peut-être en fait un sujet encore plus important, c'est celui en fait des logiciels, des serious games, de l'ensemble en fait des contenus, parce que c'est bien beau d'équiper, mais comme vous le disiez, s'il n'y a pas de formation, mais s'il n'y a pas aussi derrière la formation des moyens, c'est-à-dire en gros sur ce tableau on va projeter quoi, quels sont les types d'exercices qui peuvent donner lieu à un jeu ou à une forme d'apprentissage avec du numérique. Donc il y a cette deuxième question, et puis il y a la troisième question qui me semble encore plus fondamentale, et alors pour le coup qui à mon avis est un des angles morts, c'est au fond commencer un petit peu à réinterroger tous les fondamentaux de l'éducation globalement, qui au-delà même de la figure de la salle de classe, hein, la craie, le tableau noir qui n'a pas changé depuis Jules Ferry, les concepts mêmes, en fait, n'ont pas beaucoup évolué. Est-ce que l'enseignement doit être toujours linéaire ou pas? Est-ce que le rapport au savoir, à la mémoire, est modifié ou pas? À partir du moment où tout le monde a accès à une information, comment vous voulez faire? Est-ce que vous mettez des brouilleurs pour que les gens puissent pas se connecter sur Internet? Ça pose des questions sur lesquelles moi, j'ai pas de réponse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tant que ces questions-là sont pas fondamentalement débattues, en gros, on sera face à quelque chose qui nous semble absolument un continent entier à conquérir et qu'en même temps, on ne sait pas comment l'aborder. Et donc, c'est ça qui est très, très paradoxal. C'est que je pense que l'éducation est probablement un des secteurs les plus impactés par la révolution numérique dans le potentiel et probablement un des secteurs aussi où, pour l'instant, elle a eu le moins de conséquences. Alors que dans le e-commerce, dans la santé, etc., enfin, on voit bien que ça a complètement redistribué les cartes. Alors, vous parliez d'un continent à conquérir. Justement, Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale, dans son projet de refondation de l'école, il y a un chapitre très important sur le numérique et il parle même de nouvelles frontières. Alors, vous y croyez? Est-ce que ce n'est pas un énième plan? Parce qu'il y en a eu des plans. Il y a eu un plan Châtel, il y a eu des plans ordinateurs, il y a eu... il y en a eu des plans. J'ai envie de dire, à chaque nouveau ministre de l'Éducation nationale, il y a un nouveau plan numérique, non? Oui, au moins. Plusieurs par ministre. Hein. Mais la différence, je crois que c'est que Vincent Peillon lui-même fait partie de la civilisation du numérique, je dirais. Il tweet, il utilise vraiment lui-même, ce qui n'était pas le cas des ministres précédents. Luc Châtel, je pense que... Peut-être Luc Châtel, mais en tout cas, les deux autres d'avant, je peux dire... pour les avoir croisés, que ce n'était pas le cas. Donc il faut déjà la sensibilité du ministre pour avancer. Je crois qu'il y croit, lui, sincèrement. Hein. Alors maintenant, voilà, quand on est ministre, on rentre dans une institution qui a ses règles, ses organisations, ses fonctionnaires, etc., sa façon, ses méthodes aussi, appel d'offres, enfin, toute la machinerie derrière. Quand la machinerie se plie à faire des choses vraiment utiles pour les enseignants, de façon à ce que ensuite les enseignants s'en emparent et à ce que les choses évoluent, ça c'est un sacré défi. Je ne suis pas sûr qu'un ministre arrive à faire tout ça, mais on verra ce qu'il fait. Pas très réjouis. Il y a aussi la volonté des parents c'est une grande tendance actuellement de revenir à l'école traditionnelle. C'est-à-dire que si on n'a pas une classe, l'enseignant qui a l'autorité la crée, il y a quelque chose qui ne se passe pas au niveau éducation. Il y a quelque chose de la sacralisation de l'enseignant et donc les nouvelles technologies, ça enlève
enlève un petit peu Exactement. Et dès qu'il y a un minimum de nouveautés dans l'éducation, on dit aussitôt « Ouh là là, oui, mais le père de famille qui était interrogé tout à l'heure disait mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'humain, etc. » Mais le numérique, c'est surtout pas enlever l'humain de la classe. C'est toujours les élèves. Il y a le numérique, comme beaucoup d'autres outils, et il y a l'enseignant qui forme un tout. Si on parle toujours d'école traditionnelle contre école moderne, tant qu'on parlera comme ça... C'est les anciens et les modernes. Voilà, il n'y aura pas d'évolution. C'est l'école, point à la ligne. Et il y a l'ordinateur, comme il y a eu un jour le livre qui est arrivé. Donc c'est une évolution et surtout pas une révolution. Et dans la tête des parents et de la société, il va falloir aussi qu'on évolue sur autre chose que l'école d'il y a 150 ans, qui reste un modèle. De ce point de vue, Benoît Turin. Oui, complètement. Et je pense que la remarque tout à l'heure était très juste sur le logiciel comptable. C'est-à-dire que, en fait, c'est fait pour... d'une certaine manière, rendre plus rapide et automatique des procédés, des exercices qui n'étaient pas forcément pas très intéressants, et de permettre au comptable, en l'occurrence, de mieux faire son travail sur d'autres aspects, etc. Je pense que c'est exactement la même chose sur les profs. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a peut-être une interrogation à avoir sur un certain nombre de choses qu'ils font. Je dis n'importe quoi, je ne suis pas un spécialiste, mais une dictée par exemple, il est probable qu'aujourd'hui, un serious game pourrait tout à fait faire répéter, et en gros, ou des QCM, en gros le contrôle de connaissances. Donc un serious game, c'est un jeu vidéo qui pourrait par exemple... Qui est sérieux. Oui, ou même par exemple un exercice. Une dictée, elle pourrait tout à fait être faite... Benoît. Oui, non mais c'est juste pour dire... Parce que le serious game elite pour les dictées, c'est pas forcément le bon exemple. Mais une dictée... On peut très bien imaginer qu'un logiciel va pouvoir la faire à des élèves. Et d'une certaine manière, c'est pas pour retirer ce travail aux professeurs, mais tout simplement pour faire en sorte que l'heure passée à faire la dictée ou la demi-heure et les corrections, eh ben, le prof, il va pouvoir faire autre chose. Il va pouvoir faire justement des choses sur lesquelles il est, lui, vraiment indispensable. Alors justement... je voulais ajouter sur les serious games, parce que pour dire aussi qu'il y a quand même des choses qui bougent. On va voir arriver là, dans les semaines qui arrivent, les premiers serious games faits pour l'éducation nationale. Donc c'est quand même un événement qu'il faut saluer parce que ça a une efficacité pédagogique qui est très forte, le serious game, et ils sont vraiment adaptés, c'est-à-dire qu'il y a un suivi individualisé des élèves qui peut être fait par l'enseignant, mais en même temps ça rentre par les filières technologiques, c'est-à-dire ça rentre un peu par la porte de derrière de l'éducation nationale. Mais c'est quand même là un tabou qui est levé. Et c'est quel type de jeu? Parce qu'essayons de concrétiser, les parents sont pas forcément, qui vont nous regarder, sont pas forcément au courant de ce que sont les serious games. Ça peut à nouveau faire peur. Alors il y a tout un tas de petits serious games, je dirais, qui existent, qui sont locaux, et là on est sur des machines beaucoup plus importantes qui sont issues en fait de l'édition professionnelle, puisque les serious games existent dans les entreprises pour des vendeurs, préparer des entretiens d'embauche, des choses comme ça. Donc là, c'est des serious games de simulation d'entreprise qui vont arriver, qui vont apprendre à des gamins de l'enseignement technologique, qui vont être en situation de professionnel dans des entreprises. D'accord, c'est pour l'enseignement technologique. Absolument, et c'est des vraies simulations tout à fait sérieuses, où il y a un suivi individuel des élèves qui est possible. Donc on est sur de vrais outils d'enseignement très profonds et je pense très efficaces. Laurent Juin, on disait tout à l'heure qu'il y avait parfois un décalage entre les pratiques des professeurs à la maison, qui utilisent Internet, leur ordinateur et pas tellement en classe. Vous avez tenté depuis un moment une expérience qui est assez intéressante. Ce sont les tweet class, c'est-à-dire que vous utilisez Twitter avec vos élèves. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter cette initiative? C'est la 4e année là où j'utilise Twitter comme un outil parmi tant d'autres dans ma pédagogie. J'ai un compte enseignant qui est différent de mon compte professionnel et personnel. Et donc, avec mes élèves, chacun a un compte Twitter et on communique donc avec l'extérieur de la classe lorsqu'on est en classe, donc sur le temps scolaire, avec l'extérieur de la classe, avec des personnes qui sont aussi sur Twitter. Ça peut être des journalistes, des politiques, des écrivains, d'autres enseignants. Donc, on prend de l'extérieur des différentes ressources qu'on n'a pas forcément en classe. Et puis, en dehors donc on travaille dessus, il y a des séquences, etc. Et puis, en dehors du temps de classe, pour ceux qui le souhaitent, c'est un travail de communication, d'échange, de préparation de cours. Donc, j'alimente... Donc, c'est les élèves entre eux et les voilà, élèves... c'est un réseau, surtout pas une communauté. Je déteste ce nom de communauté qui serait fermé. Là, c'est un réseau qui est ouvert. On échange entre nous, mais aussi avec d'autres personnes pour prendre un petit peu de tout ce qu'on... Internet, ça permet, en restant assis en classe, de pouvoir voyager à travers le monde. On travaille, on échange via Twitter avec des étudiants qui sont en Inde, qui apprennent le français, par exemple. Et donc, on a des échanges qui sont très nombreux, qui sont construits, qui nous permettent, grâce à d'autres outils numériques ensuite, de faire des écritures plus longues, de réfléchir. Ça permet en quelque sorte de pousser les portes de l'école? Ça les pousse et ça les casse. Donc, le côté temporel, spatial et puis social, parce que moi, je suis en lycée professionnel et
les élèves sont souvent cloisonnés dans un milieu social et puis on les laisse de côté. Et là, ils ont des échanges avec des personnes très différentes et qui cassent vraiment tout ce que l'école parfois restreint et toute la représentation qu'ils ont de l'école, un milieu fermé et hostile à l'extérieur. Vous en pensez quoi, vous, Benoît, j'imagine Moi, je trouve ça génial. Ouais. Je trouve ça génial et surtout, en fait, j'ai l'impression que justement, les grands plans, alors c'est vrai qu'on a un ministre qui est plus sensible, mais c'est vrai aussi que les grands plans, d'abord, ça met beaucoup de temps à se mettre en place. Or, on est sur des rythmes à la fois de renouvellement technologique, mais surtout d'usage sociaux de ces outils qui va extrêmement rapidement. Et ce que je trouve intéressant, justement, c'est que c'est probablement en regardant un petit peu quelles sont les expérimentations du terrain, de leur donner un petit coup de projecteur qu'on va justement être capable ensuite de pouvoir en généraliser l'usage. Je crois beaucoup plus en fait à la capacité de regarder, moi je crois beaucoup plus à l'innovation ascendante. On va regarder comme ça dans des salles où il y a des gens qui pratiquent, qui tâtonnent, il y a sûrement des choses que vous avez faites, puis finalement vous avez abandonné, ça marchait pas, etc. Pour moi c'est ça l'avenir, c'est d'être capable justement faire remonter un petit peu toutes ces bonnes pratiques et ensuite essayer d'en généraliser l'usage lorsque ça marche. Vous êtes d'accord, François Jaron, on arrive au terme de ce débat. Donc, à fond d'accord. Je pense que c'est vraiment une histoire de rendre l'école plus efficace. Pour apprendre, il faut mettre les gens en communication. On peut apprendre à un gamin à s'exprimer si effectivement ça lui sert à quelque chose. Si c'est juste pour faire des copies que personne ne lit sauf le prof, c'est beaucoup plus laborieux forcément. Donc il y a une efficacité de l'école qui doit être dégagée. Ça implique des changements culturels profonds dans l'école, mais aussi des changements organisationnels. Il faut qu'il y ait un nombre d'élèves cohérent par rapport aux objectifs. Il faut qu'il y ait un espace géographique cohérent. Voilà, donc changement culturel, organisationnel, tout ça, ça va prendre du temps. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. C'est maintenant l'heure de Nettement Plus, la chronique numérique d'Aude Baron, rédactrice en chef du site du Nouvel Obs, Le Plus. Bonjour Aude, alors j'imagine que ce qui a alimenté les discussions sur Le Plus, c'est le vrai faux bug de Facebook. Et oui, lundi 24 septembre, c'était la panique générale sur Internet. Facebook aurait été victime d'un bug. Alors j'ai bien aurait, parce qu'au moment où la nouvelle a été diffusée, on ne disposait d'aucune preuve. En revanche, ce qui est bien sûr, c'est qu'il y a eu un problème de la part de Facebook, de la presse et plus probablement des deux. Donc après le bug de Facebook, si je comprends bien, c'est le bug de la presse ? C'est à peu près ça. En fait, tout est parti d'un article sur le site internet du journal Métro, un article qui a lâché une petite bombe. Des messages privés d'utilisateurs Facebook se retrouvent publics sur leur timeline, c'est-à-dire sur leur page personnelle. L'article est rapidement et très massivement relayé sur les réseaux sociaux où chacun apporte son témoignage, se disant victime d'un bug. Et cet afflux de témoignages est rapidement devenu une information qui a fait la une des sites internet et on pouvait lire Facebook est victime d'un bug. On voit bien qu'il y a donc une affirmation. Or, au moment où la nouvelle a été diffusée, on ne disposait d'aucune preuve. On disposait uniquement d'une masse de témoignages. Et c'est là où on peut se dire qu'il y a peut-être eu un petit souci. Il y a eu en quelque sorte un emballement médiatique ? Oui, sans doute. En revanche, dans l'affirmation, il y a eu un souci. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il fallait traiter du sujet parce qu'il y a bien un problème entre les conditions d'utilisation de Facebook, la vie privée et le réseau social. Mais le fait, Aude, qu'il y ait eu autant de témoignages, finalement, c'est pas anodin. Non, et un spécialiste de la communication de la masse qui s'appelle Philippe Breton nous expliquait sur Le Plus un phénomène intéressant, c'est l'effet boule de neige dans la propagation d'une information. Nous, on est en démocratie, donc on part du principe que la majorité a raison. Ce qui fait que plus un grand nombre de personnes va croire en quelque chose, plus on va avoir tendance à croire nous-mêmes que c'est vrai. Ce qui fait que face à l'avalanche de témoignages, chacun a cru que sa propre impression était une vérité. Simplement, pour qu'il y ait une avalanche de témoignages, il faut bien qu'il y ait des éléments à constater. Et c'est là que le bas blesse du côté de Facebook. On voit bien que sur ce réseau social, entre la récurrence des mises à jour, la complexité des conditions d'utilisation, l'internaute ne maîtrise pas sa vie privée, ou du moins ce qu'il croit comme tel. Bon, alors après, attention, il ne s'agit pas de devenir parano. Les internautes vont probablement quitter en masse le réseau social. En revanche, et ça on ne le répétera jamais assez, il faut être très vigilant à ce qu'on met en ligne, et en particulier sur les réseaux sociaux. Et oui, Aude, un réseau reste social. Exactement. Merci beaucoup. C'est le clap de fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir La Politique c'est net en VOD, réagir et commenter sur publicsénat.fr, Twitter et Facebook. Merci aux équipes de Public Sénat et à Laurent Alcabache. À très vite pour un nouveau numéro de La Politique c'est net.